Donc on va revenir sur le problème de détection de communauté cet après-midi et on va parler d'un autre algorithme qui est dû à Olivier Guédon et Roman Verchinin. Donc juste pour se remettre dans le bain, donc on avait un graphe qui était aléatoire, qui suivait le stochastic block model, qui était caractérisé par sa matrice d'adjacence A, c'était IJ, donc qui était une matrice symétrique. Et donc on traçait une arête entre I et J avec une probabilité P si I et J étaient dans la même communauté. Et puis avec une probabilité Q sinon. Et ce qu'on avait vu, c'était que l'objet clé pour utiliser des méthodes spectrales, donc l'algorithme de Guédon et Verchinin, c'est encore un algorithme spectral. La matrice intéressante, c'était cette matrice E de A. Alors qu'on peut écrire de différentes façons. Ce qu'on avait vu ce matin, c'est qu'on pouvait l'écrire comme ça. Et puis une conséquence de ce qu'on a raconté et qu'on peut aussi voir directement par un calcul simple, c'est que ça peut se réécrire comme ça. Ce que on a appelé d'accord, ça c'est la transposée du vecteur U2. Et donc si vous regardez ce que c'est que cette matrice-là, cette matrice de rang 1 là, U2, U2 transpose, c'est la matrice qui va avoir D1 dans les blocs diagonaux de taille n sur 2 et D-1 dans les blocs... Donc si vous regardez ce qui se passe dans les blocs diagonaux, bah, vous allez avoir la somme de ces deux nombres-là, c'est-à-dire P, c'est-à-dire bien ces trucs-là. Et ce que vous avez dans les antidiagonales, ça va être ça moins ça, et ça va vous faire Q. Donc vous pouvez vérifier comme ça que cette décomposition-là est juste. Alors du coup, la base de cet algorithme-là, c'est d'utiliser la matrice R qui est E de A moins P plus Q, pardon, sur 2 fois JN. Alors pourquoi cette matrice-là? Donc c'est juste cette partie-là. D'accord. Donc c'est une matrice de rang 1, d'accord, ça se voit, elle s'écrit U2, U2 transpose, donc on sait que son seul vecteur propre c'est U2, et associé à sa plus grande valeur propre qui est P moins Q sur 2. Alors pourquoi cette matrice de référence là? Parce qu'on sait l'estimer, donc on sait qu'on sait estimer A, la question qui nous reste c'est est-ce qu'on sait estimer P plus Q sur 2. Alors P plus Q sur 2, dans ce modèle-là, en fait, c'est assez simple de voir que c'est relié fortement au degré moyen d'un nœud du graphe. Donc si vous regardez ce que c'est que l'espérance de J égale 1 à N de IJ, d'accord, quel que soit I. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les arêtes qui sont reliées à I.
Là, je compte le nombre d'arêtes qui sont reliées à I. Donc le nombre d'arêtes qui sont qui convergent vers I, ça c'est exactement le degré du point I. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans CAIJ, je vais avoir n sur 2 AIJ qui sont des Bernoulli de paramètre P et n sur 2 qui sont des Bernoulli de paramètre Q. Donc ça c'est n fois P plus Q sur 2. Donc du coup, c'est assez simple d'estimer P plus Q sur 2. On va soit faire 1 sur n fois ça, soit carrément, ce qu'on va regarder, c'est l'espérant de la somme. Donc si vous faites ça, vous pouvez regarder que ça va vous faire quoi? Ça va faire n carré sur 2 fois P plus Q sur 2 plus P sur n, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas pile 2 fois ça, parce que y a les termes diagonaux qui sont qu'une fois, mais ça vous fait essentiellement ça, un terme correctif en 1 sur n près. Donc ça va nous dire qu'on va estimer cette matrice de référence R, qui est donc celle qui encode toute l'information qui nous est utile, hein, parce que nous, ce qu'on veut retrouver, c'est ce U2, par donc ce qu'on va appeler M, la matrice qui est A, moins, je vais diviser fois J. D'accord, donc on a... Donc ça, c'est la première idée de l'algorithme, c'est remplacer juste la matrice A par cette matrice-là, ce qui a le bon goût de vous éviter le problème qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que sur cette matrice E de A, si Q vaut 0, ce qui a priori est une situation qu'on aime, on ne distingue pas entre la première et la deuxième valeur propre. P plus Q, ça devient égal à P moins Q et on ne fait pas la différence. Si vous enlevez cette matrice-là, vous avez juste celle-là, et là Q peut valoir 0, ça ne vous pose plus aucun problème, c'est vraiment l'écart entre P et Q qui va jouer. Donc là, on enlève le problème Q égale à 0 en passant à R à la place de A, E de A. Ça, c'est une première modification, c'est pas grand-chose, et ça nous coûte juste cette estimation. On va voir que, ça c'est dans le cours 3, on a des contrôles précis probabilistes de ce genre d'estimateur de l'espérance. La deuxième idée, c'est de dire, du coup, qu'est-ce qui m'intéresse? Enfin, comment je peux voir ce problème-là? Je peux dire que U2 de E de A, il est un maximiseur donc parmi les X dans la boule de taille racine de n, ce qu'on a vu, mais aussi dans l'hypercube. De alors, est-ce que ça c'est évident pour vous? Donc, nous, ce qu'on sait, c'est comme U2, c'est clairement le plus grand vecteur propre de cette matrice-là. On sait qu'à renormalisation près, c'est le maximiseur parmi les X dans la boule unité de cette quantité-là. À renormalisation près, donc pour avoir vraiment U2, il faut que je prenne la boule de taille racine de n. On a vu tout à l'heure qu'elle était de taille racine. La boule de taille racine de n, elle contient l'hypercube.
tous les gens de l'hypercube, ils sont dans la boule de taille racine de f. Donc comme c'est un maximiseur sur toute la boule, c'est en particulier, et qu'il appartient à l'hypercube, c'est en particulier un maximiseur dans l'hypercube. D'accord, donc on restreint par rapport à tout à l'heure, on ne recherche plus dans toute la boule, mais on va juste rechercher dans l'hypercube, le maximiseur. Donc ça c'est le deuxième point qui change par rapport à tout à l'heure. Donc du coup, là, étant donné cette formulation, on se dit, bah, cherchons on a envie de l'estimer. Par U chapeau qui serait un maximiseur pour les x en moins 1 puissance n de x transpose mi. D'accord, c'est naturel. On a estimé R par M, on va estimer le maximiseur sur l'hypercube par le maximiseur sur l'hypercube de ce machin. Alors ça ne pose aucun problème tant qu'on est au tableau. Mais le jour où vous voulez mettre ça en musique, donc vous avez un problème d'optimisation sur un hypercube, donc sur 2 puissance n points. Et en fait, ce problème-là, c'est un problème qui est NP-hard en général. Donc voilà, chercher, maximiser sur l'hypercube, cette quantité-là, c'est le problème c'est un problème qui se pose quand vous cherchez le problème du max cut dans la théorie des graphes. Donc, quand vous cherchez à partitionner l'espace de façon à ce qu'il y ait un maximum d'arêtes qui traversent, qui passent d'une partie de la partition à l'autre, vous tombez sur un problème qui ressemble à ça. Donc, et ce problème-là, on sait qu'il est NPA. Et NPR, bah, du coup, ça va vite prendre du temps. Et si vous pensez à des réseaux sociaux avec potentiellement des millions de nœuds, bah, 2 puissance 1 million, c'est vite quelque chose qu'on ne va pas savoir manœuvrer. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Donc ça, c'était une partie 1, retour sur E de A. Ok, là on s'est juste mis un peu dans le problème et on s'est ramené à un problème d'optimisation. Bon, malheureusement, il est NP-hard. Alors, ce qu'on va faire, c'est construire un problème Alors SDP, ça veut dire semi-definite programming. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est des problèmes d'optimisation qui sont convexes sous des contraintes linéaires. Qu'est-ce que c'est un programme c'est les problèmes de la forme suivante. Donc on cherche à maximiser le produit scalaire de M contre X. Donc on se donne M. Et
on maximise ça sous la contrainte. On se donne M. Ouais, alors. Donc je le maximise parmi les matrices X qui sont symétriques et positives. Pas nécessairement définies positives, mais positives. D'accord? Donc symétriques, elles sont diagonalisables, et positives, toutes leurs valeurs propres sont positives. Et j'ai des contraintes de cette forme-là. Alors, oui, qu'est-ce que c'est le produit scalaire ici? Produit scalaire entre deux matrices de même taille, c'est le produit scalaire de Frobenius, hein, c'est la somme en IJ des AIJ, BIJ. C'est aussi la trace de A fois B transpose. Alors vous avez déjà vu ce produit scalaire dans les matrices, voilà. Donc ça c'est le produit scalaire, et ça veut dire que j'ai des contraintes linéaires, d'accord, sur la matrice X. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que ces problèmes-là, il existe des solvers en temps polynomial. Donc si on se ramène à un problème comme ça, on se dit qu'il va y avoir des trucs pour le résoudre. Donc le but, c'est de construire un problème comme ça, dont la solution nous permettra de retrouver un estimateur de U2. Alors comment on va faire ça? Donc la première chose, c'est qu'on va écrire nous, c'est ça qu'on cherchait à optimiser. Donc ça, c'est la somme des MIJ XIXJ. D'accord? Donc je peux l'écrire comme un produit scalaire de Frobenius de la matrice M avec la matrice dont le coefficient IJ c'est XI fois XJ. Qu'est-ce que c'est cette matrice? C'est XX transpose. D'accord? Donc quand je vais construire une relaxation convexe du problème, il faut que je construise un ensemble convexe de matrices qui contiennent les matrices de la forme XX transpose, donc qui soient convexes et qui contiennent les matrices XX transpose quand X est dans l'hypercube. Donc la construction que je vous présente, elle est classique. Maintenant, à l'intuité, je ne vais pas vous prétendre que c'est ultra naturel. Donc, je vous donne la construction et sachez que c'est quelque chose d'hyper commun. Donc là, ce qu'on va dire, c'est les choses suivantes. C'est que les matrices de la forme XX transpose avec petit x dans l'hypercube sont inclus dans l'ensemble des matrices de Gram J'ai appris il n'y a pas longtemps que ça s'appelait les matrices de Gram. Qu'est-ce que c'est les matrices de Gram? C'est les matrices qui s'écrivent comme ça. XX transpose avec X, donc qui est une matrice, je vais appeler X1 la première ligne, Xn la énième ligne, telle que
la norme euclidienne de chaque xi est égale à 1. Alors, pourquoi ça? Quel est le coefficient IJ d'une matrice de Gram comme ça? Qu'est-ce que vous avez en position IJ? Dans celle-là, hein, où j'ai x1 en première ligne jusqu'à xn en nème. Oui. Ah oui, bravo. C'était la question sur la digestion. Donc quand vous regardez ce que vous faites pour calculer le coefficient IJ, bah, vous prenez la ligne I ici et vous la multipliez par la colonne J de cette matrice-là. Et là, qu'est-ce que c'est la ligne I? Donc c'est petit xi, effectivement. Et vous faites le produit scalaire avec la colonne J de la matrice X transpose. La colonne J de la matrice X transpose, c'est XJ. Okay, donc vous avez le produit scalaire de XI par XJ. Donc pour que le coefficient IJ de cette matrice soit égal à petit xi, petit xj, il me suffit de choisir des vecteurs xi, xj, dont le produit scalaire fasse petit xi, petit xj. Donc, par exemple, si je pose le vecteur xi qui soit... alors, c'est des vecteurs lignes, là. Je vais mettre petit xi, puis que des zéros. D'accord, là j'ai bien que le produit scalaire de xi par xj, ça va faire xi, xj. Et puis j'ai demandé à ce que la norme euclidienne de petit xi vaille 1, et la norme euclidienne de petit xi, j'ai la somme des carrés de ces coefficients, ça me fait xi au carré, et comme c'est un point de l'hypercube x1, xn, ça fait bien 1. D'accord, donc c'est vrai que ces matrices-là, elles appartiennent à cet ensemble-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça, c'est un ensemble SDP, là? Bon, déjà, ces matrices-là, elles sont symétriques. Est-ce qu'elles sont bien positives, ces matrices-là? Si vous multipliez par U là et par U transpose là, vous allez avoir quoi? Qu'est-ce que ça va être? X transpose U, bah là il faut regarder la matrice dans l'autre sens. Donc je vais écrire X transpose. Je vais l'écrire pas comment, avec d'autres lettres. L1, Ln. D'accord. Donc X transpose U, ça va être... oh bah non, moi je suis bête. Non. X transpose U, c'est quoi? Oui, bah c'est ça. X transpose U, en fait, je m'en moque de ce que c'est. Bon, je suis parti, je le fais. Donc j'ai L1 scalaire U, Ln scalaire U. Et quand je fais ça fois ça transposé, finalement, ça me fait la somme
DLI scalaire U au carré. Donc c'est bien quelque chose de positif. Vous voyez tout de suite que c'était la norme au carré de X transpose U, mais bon. Pour moi aussi, c'est la digestion. Alors, bref, on a un ensemble de matrices symétriques. Et ces matrices symétriques, elles vérifient les choses suivantes. On a dit qu'on avait les normes de xi au carré qui valaient 1. Et que le coefficient ij, c'était xi scalaire xj. Si je mets ensemble ces deux informations, j'ai que la diagonale de cette matrice-là, c'est que des 1. D'accord ? Donc j'ai des matrices symétriques positives dont tous les éléments de la diagonale valent 1. Ah. Presque. Ah, c'est pas celui-là. Alors, on va attendre 2 secondes, on va souffler un peu. Tout le monde est arrivé ou... Oui, ça va. Oui, ça va. Très bien. Donc l'ensemble des matrices de Gram cet ensemble-là, il est inclus dans l'ensemble des matrices X qui sont symétriques, positives. Je vais noter comme ça. X, ça veut dire... et tel que tous les éléments de la diagonale valent 1. Alors, je prétends qu'il y a même que c'est inclus, mais qu'il y a égalité. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Oui, enfin oui. Donc celle-là, symétrique, positive, on peut la diagonaliser dans une base orthonormée. Et donc si j'appelle x d1,5, ou ça, j'ai pris la racine des coefficients, ce que je peux faire parce que c'est des coefficients positifs. J'ai bien que x, c'est xx transpose, et puis il reste à vérifier que les lignes, le truc vaut 1, mais ça c'est déjà inclus là-dedans, parce que la ligne, par définition. Donc tout va bien. Donc cet ensemble-là, c'est cet ensemble-là, et ça c'est cool. Un ensemble de matrices symétriques positives, et ça c'est des contraintes linéaires. D'accord, ça c'est des contraintes linéaires. On est exactement dans ce que on s'est autorisé. On veut maximiser m scalaire x sous la contrainte, sous des contraintes linéaires. Donc ce qu'on va faire concrètement, c'est on résout le SDP suivant. Donc on va appeler x étoile m. C'est un maximiseur de m scalaire x sous les contraintes x est positive et xii vaut 1, quel que soit i. D'accord, ça c'est un truc qu'on va savoir faire en temps polynomial. On va avoir une approximation d'une solution de ce problème en un temps polynomial avec une précision qu'on voudra. Ça va ? Ou c'est beaucoup trop fort pour la digestion ?
peut laisser un peu descendre. Pour laisser un peu descendre, on va regarder ce qui se passe sur le problème de référence pour voir si... parce que là, on a dit, ouais, on fait ça, on relâche, tout va bien, c'est cool. Est-ce qu'on n'a pas tout perdu, quoi? Est-ce que sur le problème de référence, c'était une bonne idée de faire ça? Donc, mettons une seconde qu'on cherche à faire ça sur le problème de référence. Donc, qui est x étoile r? Donc, la même chose, hein. Mais de R scalaire x. Alors, qu'est-ce que c'est que R scalaire x? R, je vous rappelle que c'est P plus Q sur 2. Voilà la matrice qui avait des 1 ici et là, et puis des moins 1 ici et là. Alors on va faire pareil, on va dire, on va prendre un ensemble plus grand que celle-là, pour voir facilement une solution de ce problème-là sur l'ensemble plus grand. Donc sur quel ensemble vous sauriez résoudre facilement le produit scalaire de R contre une matrice? Je sais trouver le max. Normalement, produit scalaire, il y a un seul truc qu'on sait faire. Enfin, moi en tout cas, il y a un seul truc que je sais faire. Après, vous savez peut-être faire plein de choses. Vous savez faire trop de choses. Moi, je sais faire Cauchy-Schwarz. Et là, ce qui m'arrangerait, c'est de pouvoir prendre cette matrice-là, d'accord, dire que le max de ce produit scalaire entre ça et autre chose, c'est atteint par cette matrice-là. Et ça, pour être sûr d'avoir le droit de le faire, bah, il suffit que je me mette dans l'ensemble des matrices dont les coordonnées sont toutes plus petites que 1. D'accord ? Donc, si j'avais pris pas le max sur les matrices positives telles que machin, mais le max sur toutes les matrices dont les coordonnées sont plus petites que 1, là, clairement, le maximiseur, ce serait lui. Ok. Et les matrices dont les coefficients sont plus petites que 1, ça contient tout ça. Alors, est-ce que c'est clair, ça? Oui, c'est clair, hein, parce que qu'est-ce que vous avez en entrée IJ? Vous avez le produit scalaire de XI par XJ, et vous faites à nouveau Cauchy-Schwarz. Je dis que je connaissais qu'un seul truc. Et je sais que les normes sont plus petites que 1, donc chaque entrée de cette matrice-là est bien plus petite que 1. D'accord, donc j'ai maximisé sur un ensemble plus grand et je tombe là-dessus. Et ça, c'est des matrices qui me conviennent bien, celle-là. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que c'est Donc si je prends cette matrice-là, elle est bien symétrique. Elle est bien positive, puisque c'est U2, U2 transpose. Et elle a bien des 1 sur la diagonale. Donc ça, c'est bien une matrice qui est dans cet ensemble-là, et elle maximise cette fonction-là sur un ensemble plus grand, donc je suis tranquille. Donc ça, cette matrice-là, c'est x étoile R. Et donc x étoile R, le maximiseur du problème de référence, c'est quelqu'un qui va savoir encore classifier parfaitement. Il suffit que je prenne le plus grand vecteur propre de cette matrice-là pour classifier parfaitement. Et depuis ce matin, vous êtes expert. Dès que vous savez qu'un vecteur propre d'une matrice est quelqu'un qui vous convient,
On sait déduire un classifieur à partir de quelqu'un qui est approchant. On fait exactement la même opération, mais sur le problème ici. D'accord, donc l'algorithme final de Guédon et Verchinine, il fait ça. Classifie, donc I, il va le mettre dans la communauté -1 si U1 de X étoile M est positif, et puis il le met dans la communauté 1 si le plus grand vecteur propre Ah, c'est vachement malin, je vais faire le contraire. La communauté -1, la communauté 1. Bon, c'est un choix, de toute façon, on a dit qu'on allait prendre les trucs pour que l'angle soit bien. Bon, on est là. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec l'intuition que ça, c'est pas complètement, ça va pas complètement nous envoyer dans les roses? On a une situation idéale qui nous fournit un maximiseur tel que le plus grand vecteur propre de ce truc-là. Donc celle-là, c'est vraiment U2 de E2A. D'accord, donc lui, c'est quelqu'un de rang 1, dont la plus grande valeur, dont le plus grand vecteur propre, c'est U2 de EA transpose. Donc on se dit, cool, ça c'est une situation de référence qui marche super bien. Moi, je vais approcher cette situation de référence par un truc que je sais faire. Donc pour ça, j'ai besoin d'approcher R par M, c'est ce qu'on a fait au début. Une fois que je sais approcher R par M, bah, l'idée naturelle, c'est d'approcher le plus grand vecteur propre du maximiseur pour R par le plus grand vecteur propre de X étoile M. Et on va avoir le même truc parce que lui, sur le plus grand vecteur propre de lui, les coefficients vont encore être +1, -1, donc on va avoir à nouveau le même truc que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va payer au moins 1 chaque fois qu'on s'est trompé dans l'algorithme. Donc on a déjà l'idée que ça va bien se passer normalement, là, si vous êtes un peu avec moi encore, et si vous n'êtes pas déjà en train de vous faire harakiri en vous disant que les maths appliquées, c'est pas ce que vous pensiez. Alors, bah, il nous reste à dire pourquoi ça marche. On a 3/4 d'heure. On va faire ce qu'on peut. Alors, maintenant que vous êtes des experts, vous allez pouvoir m'aider sur pourquoi ça marche. À votre avis, quelle est la première étape ? Étape 2, je vous aiderai, mais l'étape 1, c'est vous qui devez m'aider. Pourquoi ça marche? Donc c'est partie 3. Vous avez le droit de regarder vos notes de ce matin.
qu'est-ce qu'on a fait la première étape ce matin? Qu'est-ce que j'ai fait la première étape ce matin? Oui. Ça, c'était étape 2. La première étape, c'était de dire qu'il suffisait d'avoir des trucs comme ça. Et pour dire qu'il suffit d'avoir des trucs comme ça, on avait appelé un théorème, le théorème de Davis-Cahan. Alors là, on a envie encore d'appliquer le théorème de Davis-Cahan pour regarder ce qui nous suffit de contrôler pour pouvoir s'en sortir in fine. Alors, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Davis-Cahan ici, et qui est S et qui est T? Qui est K? Alors, S, c'est la matrice sur laquelle on doit donner des renseignements. C'est celle qui doit avoir une valeur propre qui est bien séparée des autres. Alors là, ça va être laquelle? Celle qu'on connaît bien. Celle où on a confiance. Oui. Ça, c'est celle qui nous va bien. L'autre, T, c'est celle qui l'approche. Donc M. Et K... attention, R c'est quoi? C'est juste P plus Q sur 2, U2, U2 transpose. Donc c'est une matrice de rang 1. Elle, c'est son premier vecteur propre qui vaut U2. D'accord? Donc c'est K égale 1 qui nous va. Donc qu'est-ce qu'il faut calculer? C'est delta. La quantité, c'est delta, c'est l'écart qu'il y a entre, donc ici, la première valeur propre de R et les valeurs propres suivantes. Là, c'est facile. La première valeur propre de R, c'est quoi? Je vais la liser ici. C'est P plus Q sur 2 fois la norme de U2 au carré. Donc c'est N fois P plus Q sur 2. Et puis toutes les autres valent 0, donc ça c'est votre plus grande... ça c'est votre delta. Donc du coup le théorème de Davis-Cahan, il dit quoi? Il dit que U1 de M moins U1 de R au carré, c'est plus petit que... Donc on a dit qu'on prenait les UI qui étaient de norme N et qui étaient dans le même sens que U1 de R. Et dans ce cas, on a quoi? J'ai complètement perdu mon théorème. Il me dit que ça, c'est plus petit que 2 fois le sinus au carré. Donc ça faisait 8 fois la norme d'opérateur de M moins R au carré sur delta au carré, donc sur N2 fois P plus Q sur 2. On est d'accord? Et on avait dit aussi que ça, on avait dit d'abord que j'ai oublié un N pour la norme des U1 au carré. C'est le même calcul que tout à l'heure. Et on a dit que ça majore le nombre d'erreurs
de l'algorithme de Guédon et Verchini. C'est exactement le même raisonnement. Pour exactement les mêmes raisons, on a exactement les mêmes conclusions. Est-ce que ça va toujours ou est-ce que vous voulez qu'on refasse ce passage? Vous me l'achetez. Très bien. Donc on a le nombre d'erreurs, donc on a la proportion d'erreurs en redivisant par n. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? C'est contrôler la norme d'opérateur de m-r. Alors pour ça, on va faire un truc qui est plus malin que tout à l'heure. Alors le carré, ça fait le plus grand carré de valeur propre de la matrice m-r. Donc ça, c'est la norme infinie au carré du vecteur du spectre de m-r. C'est certainement plus petit que la norme 2 au carré. La norme infinie, c'est le plus grand coefficient. La norme 2, c'est la somme des carrés des coefficients, c'est plus grand. Et qu'est-ce que c'est la norme 2 du spectre? C'est ce qu'on appelle la norme de Frobenius de cette matrice. Donc là, on va faire une majoration qui a l'air brutale. La norme de Frobenius, c'est la norme issue du produit scalaire de Frobenius qu'on a vu tout à l'heure. Alors vous diagonalisez, vous regardez que ça fait la norme 2 du spectre, ce truc-là, si vous ne connaissez pas ce résultat encore. Alors ça a l'air ultra violent, ça, dire je majore la plus grande valeur propre au carré par la somme des carrés des valeurs propres. Mais pourquoi c'est pas complètement bête? Parce qu'on est sur des matrices, la matrice R, elle est de rang 1. Donc elle a une valeur propre qui est non nulle. Donc finalement, sommer toutes les valeurs propres ou prendre que la plus grande, c'est pas non plus... on fait pas une si grosse faute, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que comme c'est issu d'un produit scalaire, bah, j'ai le droit de faire ce que je sais faire. J'ai le droit de dire ça. Et là, depuis le début, vous ne me dites rien, mais depuis le début, c'est pas ça qu'on veut faire. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'est l'algorithme? L'algorithme, c'est j'approche le premier vecteur propre de XR étoile par le premier vecteur propre de XM étoile. Donc c'est pas M et R, mais matrice, c'est XM et XR. Alors ça change pas grand-chose, hein, parce que XR, c'est juste ça. Et donc sa plus grande valeur propre c'est n, les autres ça vaut 0. Et puis là j'ai xm étoile.
Voilà, blablabla, j'enlève ça. Ok. Alors, je veux majorer ça. Qu'est-ce que je sais faire? C'est F ici. Alors ça vous connaissez. Qu'est-ce que c'est XR étoile, je vous rappelle que c'est une matrice avec que des 1 et des -1 partout. Et qu'est-ce que c'est la norme de Frobenius? C'est la somme des carrés des coefficients. Donc il y a n carrés coefficients qui valent tous +1 ou -1, vous les mettez tous au carré. Donc ça c'est certainement n carré. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est un maximiseur sur un ensemble de matrices symétriques positives dont la diagonale vaut 1. Ça, on a dit que c'était inclus dans l'ensemble des matrices dont toutes les coordonnées sont plus petites que 1. Donc, certainement, sa norme, elle est plus petite que n carré aussi. Et puis on a toujours dans l'idée que peut-être qu'on a énormément perdu en faisant ça, mais vu ce qu'on essaye de faire, on essaye de dire que M c'est comme R, et comme pour R la borne elle est saturée, peut-être que pour M on n'a pas trop perdu en faisant ça. Donc on va dire ça, et donc le jeu c'est de minorer ce produit scalaire. D'accord ? Comment on va minorer ce produit scalaire? Là, on va Là, il y a un truc, c'est joli. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc ce qui serait cool, c'est d'avoir XR là, étoile à la place de XM étoile, parce que ce serait n carré et moins 2n carré, ce serait vachement bien. Mais la vie étant ce qu'elle est, on n'a pas XR étoile là, on a XM étoile. Donc le but c'est de remplacer XR étoile par XM étoile. Donc, on veut remplacer lui par autre chose. Donc qu'est-ce qu'on sait? On sait que XM étoile, il maximise le produit scalaire pas contre R, mais contre M. Donc il me suffit de faire apparaître M ici. Je sais que XR étoile, c'est essentiellement R. Encore, je vous rappelle, XR étoile, c'est 2 sur P plus Q fois R.
Ok, donc je vais d'abord remplacer celui-là. Je vais dire que ça c'est 2 sur P plus Q. Donc si je veux mettre M, bah, je le mets et puis je paye le prix, je paye la différence. Moins, je vais mettre le sub sur les X positifs. Et X scalaire M moins R. Ok. Donc ça, c'est plus grand que ça. C'est violent, mais voilà. C'est vrai. Alors maintenant, XM étoile, il maximise ce produit scalaire. Donc c'est certainement plus grand ce qui se passe là que pour R. Moins mon sup. Ok, donc là j'ai juste utilisé... pardon. Pardon. Voilà, là j'ai utilisé la définition de XM. Alors maintenant il faudra que je remonte. Donc il va falloir que je refasse apparaître R ici pour avoir XR fois XR, ce qui était un peu mon but. Et là je vais me repayer le sup d'une matrice comme ça fois M moins R. Donc je vais avoir 2 fois ce sup ici. Donc finalement j'ai que c'est plus grand que... je vais le faire en 2 fois. Et ça, c'est ce que je voulais. J'ai 2 sur P plus Q fois R, donc ça me refait XR étoile, et ça me fait mon 2n carré, enfin mon n carré de tout à l'heure. Ok, donc ça c'est n carré moins 4 sur P plus Q fois le sup. Donc là j'arrive, si je remets ça là-dedans, j'ai mes 2n carré moins 2n carré qui s'en vont, et j'ai 8 sur P plus Q fois ce machin. Fois le sup. Alors, est-ce que on est tous d'accord ici? Parce que là, maintenant, il va y avoir l'ingrédient magique. Pourquoi est-ce que ça, on va savoir faire? Je vous ai dit qu'il y avait des outils théoriques qui avaient été développés par des gens pas loin d'ici. Le premier d'entre eux, et non des moindres,
celui qui a fait une très jolie inégalité sur des matrices comme ça, c'est Grothendieck. Donc il va y avoir une inégalité de Alexandre Grothendieck qu'on va utiliser là. Tout le monde est avec moi. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette inégalité de Grothendieck ? C'est une inégalité. Il en a fait plein. On ne va pas prétendre résumer son œuvre à ça, mais c'est un truc qui est très utile à chaque fois que vous avez des relaxations SDP, de problèmes NPR. Encore une fois, le genre de problèmes qu'on a regardé, c'est des choses qui reviennent vraiment souvent et on fait des relaxations SDP très très souvent en sciences des données. Et ça, c'est vraiment un outil hyper puissant pour justifier qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on fait ça. Donc c'est très agréable d'avoir des gens qui ont bien travaillé un moment et de pouvoir utiliser leurs résultats. Et c'est pour ça que c'est bien de faire de la science des données dans un laboratoire de maths, comme ici, où il y a des gens qui connaissent bien ce genre de choses. Qu'est-ce que ça raconte ? Si vous prenez B, une matrice, dans la vie, de taille n croix p. Si vous regardez les deux quantités suivantes, ça va être le sup sur les x dans l'hypercube et les y dans l'hypercube de taille p. Oui, si c'est ça. D'accord, donc ça, vous pouvez vérifier que ça vous fait une norme. C'est une norme d'opérateur. Parce que c'est comme maximiser d'abord sur les y de norme infinie plus petite que 1. Le produit scalaire entre bx, b transpose x et y. Ça, c'est la sup. Enfin, c'est le sup en x dans l'hypercube. Produit scalaire de b transpose x avec y. Donc, qu'est-ce que c'est ce sup ? Vous utilisez la dualité entre la norme infinie et la norme 1. Ça vous fait le sup sur les x dans moins 1 de la norme 1 de b transpose x. Et ça, c'est exactement la norme d'opérateur de B transpose vue comme application de Rn muni de la norme infinie dans Rp muni de la norme 1. D'accord ? Donc c'est une norme d'opérateur, c'est une norme. Et puis le deuxième objet qu'on va regarder, c'est un truc qui nous intéresse particulièrement. Je vais le noter avec un C parce que, encore une fois, c'est relié à la cut norm. Enfin, ça, celle-là, c'est la cut norm. Donc. On va le noter comme ça. Ça, c'est le sup sur... donc, on va noter ça, somme en IJ, des BIJ. Donc ici, c'est fois petit xi, petit yj, et là, ça va être le produit scalaire entre xi et yj. Tous les xi étant de norme 2 plus petite que 1, et tous les yj
étant de norme 2 plus petite que 1. D'accord, donc ça, c'est une quantité qui est plus grande que celle-là. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Vous pouvez vous restreindre aux vecteurs qui ont que la première coordonnée qui vaut xi, et les vecteurs y qui ont que la première coordonnée qui vaut yj. Et vous retrouvez que ça, c'est une quantité qui est plus grande que ça. L'inégalité de Grothendieck, elle vous dit la chose suivante. Elle vous dit que c'est pas beaucoup plus grand. On sait qu'on a équivalence des normes parce qu'on est dans des espaces de dimension finie, mais on a beaucoup mieux là. Donc évidemment, vous avez la borne inf. D'accord, essentiellement ça, c'est ce que vous avez dans le problème NP-hard, ça c'est ce que vous avez dans le problème relâché. Alors, vous n'avez pas beaucoup perdu. Alors, vous allez pouvoir contrôler l'erreur dans le problème relâché, qui est un truc qui est chiant, enfin, mais qui est pénible, parce que vous avez un sup sur un ensemble de matrices, enfin c'est casse-pied. Et là, vous vous ramenez à un sup sur des hypercubes, donc un truc qui est vachement plus cool. On va pouvoir faire des bornes d'union, et enfin contrôler chaque terme séparément, et puis faire des bornes d'union et bien s'en sortir. Donc ça, c'est ce qui sort parce qu'on a dû le faire, parce qu'on a dû faire une relaxation SDP. Et en fait, on peut se ramener à ce qu'on aurait voulu faire, mais qu'on n'a pas pu. Et ça, c'est l'inégalité de Grothendieck. Donc ça, c'est une inégalité de Grothendieck qui est particulièrement utile, et pour cette raison-là. Encore une fois, ne résumons pas son œuvre à un truc tout simple. Donc, il y a pas mal de preuves de cette inégalité. Si on a le courage tout à l'heure, mais j'en doute, je vous donnerai des idées de preuves. Si on n'a pas le courage, mais que vous êtes quand même intéressé, je peux vous envoyer des preuves assez élémentaires de ce résultat-là. Alors, pas avec la constante 2, mais avec enfin, comprendre pourquoi il y a une constante absolue, en tout cas, de taille raisonnable qui fonctionne. Ça, c'est... Il y a une preuve probabiliste, par exemple, de cette inégalité-là qui est assez jolie. Voilà, donc ça, c'est l'inégalité de Grothendieck. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici ? L'inégalité de Grothendieck, elle nous dit que certainement notre sup sur les x positifs de machin, ça on va le voir comme un sup sur les... Donc ce truc là, ici là. Si vous reprenez ce sup sur les matrices x qui sont positives, et xi valait 1 là, de x m-r. Ces matrices-là, on a dit qu'elles pouvaient s'écrire xx transpose. Pour une matrice xx transpose, son coefficient ij, c'est xi scalaire xj. Ça ressemble vachement à ça. D'accord ? Donc c'est le même xi et xj, mais certainement c'est plus petit que le sup si je laisse y libre de x. Ça m'empêche pas. Donc ça, ce que je prétends, c'est que c'est plus petit que le sup sur les xi plus petites que 1 et les yj plus petits que 1 des... Enfin bref, c'est plus petit, pardon. Ce que j'ai appelé la norme m-r étoile étoile. Et donc, par l'inégalité de Grothendieck,
On se ramène à ce truc-là. D'accord, donc in fine, on est arrivé à dire quoi? Donc, en conclusion, pour cet après-midi, et si vous en voulez plus, encore une fois, on a un peu de temps pour parler de l'inégalité de Grothendieck, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, prenez juste le résultat pour la beauté qu'il offre et partez d'ici heureux. À quoi est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé à dire que, si je mets tout ensemble, j'ai le nombre d'erreurs de l'algorithme de Guédon et Vershinin qui est contrôlé par epsilon n, avec epsilon qui vaut... Alors, on y va, on a une constante, 8 sur n carré. Fois, j'avais le carré de cette norme-là, j'ai dit que ça c'était encore 8 sur p plus q. Fois 2. D'accord. Et il va me rester à conclure sur le contrôle probabiliste qu'on va pouvoir faire demain. Donc demain, on va dire comment on contrôle cette norme-là, mais cette norme-là, elle est plus facile à contrôler que celle d'avant. Celle d'avant, on avait un vrai sup sur la boule unité. Cette boule unité, c'est un sup infini, c'est gros, c'est pénible à faire. Là, c'est vraiment un max sur l'hypercube. Donc, ce qu'on va faire, c'est contrôler chacune des variables x transpose ça fois y, et puis on va faire une borne d'union tranquille. D'accord, donc ça va mieux se passer en fait. Et le sup, encore une fois, comme tout à l'heure, c'est sur l'hypercube, il est beaucoup plus petit que la sphère. Donc en fait, ça va être plus petit que tout à l'heure, nettement. Et de fait, le résultat, il nous dit quoi? Là, je ne l'ai pas en tête. Alors, blablabla. Voilà. Il va nous dire que si on a que P, c'est A sur N, Q, c'est, disons, plus petit que A sur 2N. Si c'est pas 2, ça change rien, ça fera une constante. Avec A, qui doit être plus grand qu'une constante sur epsilon carré. Avec proba moins exponentielle moins n, donc beaucoup plus petit que tout à l'heure, le niveau de confiance. Tout à l'heure, on avait un delta qui était constant. Si on avait pris delta égale exponentielle moins n, toutes les bornes étaient achetées à la poubelle. Là, on n'aura que l'algo fait au plus epsilon n RE. D'accord, donc cette norme-là, elle est vraiment beaucoup plus petite que la norme d'opérateur de tout à l'heure qu'on avait pour contrôler A moins E de A en norme d'opérateur. Ça coûtait beaucoup plus cher que le contrôler en cette norme, dans cette cut norme ici. Et la raison, c'est vraiment que l'hypercube, il est beaucoup plus petit que la sphère. Donc le sup, il est moins lourd.
Et voilà, donc on arrive à faire vachement mieux. Et donc, vous voyez que alors l'algorithme, à la limite, y penser, pourquoi pas. Justifier que ça marche, c'est quand même des maths un petit peu plus avancées que ce qu'on a fait ce matin. Voilà, il y a un peu plus que le Davis-Kahan, et en plus il y a cette inégalité de Grothendieck. Donc voilà, parlez à des mathématiciens, enfin faites des maths pour les sciences des données, ça va être très très bien. C'est des jolies applications, il y a vraiment des vrais maths derrière, hein, il n'y a pas de honte à faire des trucs comme ça. Et vous ferez plaisir, et il y aura plein de gens qui vous chercheront à la fin, parce que vous saurez faire des trucs que les autres ne savent pas faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter cet après-midi. Encore une fois, si vous voulez qu'on discute de la preuve de ça, c'est possible. Ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il est encore temps. Sinon, je vous laisse vaquer à vos autres exposés.